Août 1944, quelque part en Normandie. Les mains de Klaus tremblent alors qu'il les lève au-dessus de sa tête, ses doigts squelettiques tendus vers le ciel gris. Il a 17 ans. Son uniforme de la Wehrmacht pend sur son corps comme un sac. 3 tailles trop grand pour le garçon émacié qu'il est devenu. La poussière de la route colle à sa peau, mélangée à la sueur et à la peur. Devant lui, 3 hommes du FFI pointent leurs armes, leurs brassards tricolores brillant contre leurs vêtements civils usés. Klaus n'a pas mangé depuis 4 jours. Pas vraiment mangé. Il y a eu une pomme de terre à moitié pourrie partagée entre 6 hommes. Il y a eu de l'eau boueuse d'un fossé. Il y a eu la promesse d'un ravitaillement qui n'est jamais venu. Les camions de ravitaillement détruits par l'aviation alliée quelque part sur une route qu'il ne verrait jamais. Son estomac s'est contracté si longtemps qu'il a cessé de faire mal. Maintenant, c'est juste un vide, une absence, un trou noir au centre de son être. Le plus âgé des résistants français, peut-être 40 ans avec une barbe grisonnante, fait un geste brusque avec son fusil. Klaus comprend sans avoir besoin de mots. Il commence à marcher, ses bottes trop grandes traînant sur le pavé. Derrière lui, il entend les autres prisonniers. Ils sont 12. 12 soldats allemands qui ont survécu à la retraite chaotique à travers la France, qui ont vu leurs camarades déchiquetés par les obus, brûlés dans leurs véhicules, abattus par les chasseurs bombardiers qui hurlaient du ciel comme des faucons métalliques. Ils marchent pendant 20 minutes à travers un village libéré. Les fenêtres sont fermées. Quelques visages apparaissent, tournent derrière les rideaux, disparaissent rapidement. Klaus garde les yeux baissés. Il a entendu des histoires, des prisonniers battus, des prisonniers lynchés par des foules en colère. Des années d'occupation, de privation, de terreur ne s'effacent pas avec un simple changement de drapeau. Mais rien ne se passe. Ils arrivent à une école réquisitionnée, ses murs de pierre blanche marqués par les impacts de balles. La cour de récréation est maintenant entourée de barbelés. Un drapeau français flotte au-dessus de l'entrée. Klaus et les autres sont poussés à l'intérieur, leurs armes et équipements déjà confisqués sur la route. La salle de classe sent la craie et quelque chose d'autre. Quelque chose qui fait saliver Klaus instantanément. Un réflexe si violent qu'il doit avaler. De la nourriture. Quelqu'un cuisine de la nourriture quelque part dans ce bâtiment. Son estomac se contracte douloureusement, se souvenant soudainement qu'il existe. Un officier français entre, un homme mince en uniforme des forces françaises libres, une cigarette coincée au coin de sa bouche. Il les regarde. Ces 12 garçons allemands dépenaillés, et quelque chose passe sur son visage. Pas de la pitié exactement. Peut-être de la reconnaissance. Il a peut-être vu cette même expression dans un miroir il y a des années, quand c'était lui le prisonnier. « Asseyez-vous », dit-il en français, puis en allemand cassé. « Sitzen ». Klaus s'effondre sur une chaise d'écolier, trop petite pour lui malgré sa maigreur. Ses jambes ne le portent plus vraiment. Il a marché plus de 100 kilomètres ces 2 dernières semaines, dormant dans des fossés, se cachant dans des granges, toujours vers l'est, toujours en fuyant. Son unité s'est désintégrée quelque part près de Caen. Un jour, ils étaient un bataillon. Le lendemain, ils étaient 50 hommes perdus, puis 20, puis 12. À côté de lui, Werner, 16 ans, originaire de Hambourg, commence à pleurer silencieusement. Pas de sanglots, juste des larmes qui coulent sur ses joues sales, traçant des lignes propres dans la crasse. Klaus comprend. Ce n'est pas le soulagement d'être capturé. C'est l'épuisement. C'est la fin de la course. C'est le moment où le corps réalise enfin qu'il peut s'arrêter, et tout s'effondre en même temps. L'officier français dit quelque chose à un garde qui disparaît. 5 minutes passent. 10. Klaus fixe le tableau noir devant lui, où quelqu'un a écrit une leçon de grammaire en français. L'alphabet. Des mots simples. Le chat, le chien, la maison. Des mots d'un monde normal, d'un monde où les enfants apprennent des langues au lieu de comment démonter un fusil dans le noir. Puis la porte s'ouvre, et 2 femmes entrent, portant de grandes marmites fumantes. L'odeur frappe Klaus comme une vague physique. Son corps réagit avant son esprit, salive coulant, estomac se tordant, mains agrippant le bord du bureau d'écolier. C'est de la soupe, de la vraie soupe. Il peut sentir les légumes, les herbes, peut-être même de la viande. Les femmes commencent à servir, remplissant des bols ébréchés avec une louche. Elles ne regardent pas les prisonniers dans les yeux. Leurs mains tremblent légèrement. Klaus se demande ce que les Allemands leur ont fait, à elles ou à leur famille. Il se demande pourquoi elles sont ici, servant de la nourriture à des soldats ennemis. Un bol est placé devant lui. La soupe est épaisse, dorée, pleine de morceaux de carottes, de pommes de terre, d'oignons. Il y a du pain à côté,
Du vrai pain. Pas le pain de guerre noir et dense qu'il connaît, mais une baguette avec une croûte croustillante et un petit morceau de fromage, jaune pâle, qui sent le lait et la ferme et la vie. Klaus fixe le bol. Il a oublié comment faire cela, comment manger normalement, comment utiliser une cuillère, comment prendre son temps. Pendant des mois, la nourriture a été quelque chose à avaler rapidement, à cacher, à protéger. On mangeait debout, en courant, en se cachant. On ne mangeait jamais assis à une table avec un bol devant soi, et du temps pour le finir. Sa main tremble tellement qu'il renverse la cuillère la première fois qu'il essaie de la prendre. Le métal claque contre le bureau. Le bruit résonne dans la salle silencieuse. Personne ne rit. Personne ne parle. Les 12 prisonniers allemands regardent de tout leur bol comme si c'était des mirages, des hallucinations qui disparaîtront s'ils clignent des yeux. Klaus réussit à saisir la cuillère. Il la plonge dans la soupe, la soulève vers sa bouche. Le liquide chaud touche ses lèvres et quelque chose se brise en lui. Le goût. Mon Dieu, le goût. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est de la civilisation dans un bol. C'est quelqu'un qui a pris le temps de couper des légumes, de les faire mijoter, d'ajouter des herbes. C'est du sel, du vrai sel, pas la saleté et la poussière qu'il a goûté pendant des semaines. C'est chaud, réchauffant son ventre vide, se répandant dans son corps comme une bénédiction. Klaus avale, prend une autre cuillerée, une autre. Les larmes commencent à couler sur son visage, et il ne peut pas les arrêter. Il ne sanglote pas, il mange. Mais les larmes coulent, chaudes et incontrôlables, tombant dans sa soupe, salant le bouillon déjà salé. Autour de lui, cela commence. Werner pleure ouvertement maintenant, sa cuillère tremblant si fort qu'il peut à peine la porter à sa bouche. Friedrich, 18 ans, qui a reçu la croix de fer pour avoir détruit un char américain, a son visage enfoui dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots. Hans, le plus âgé d'entre eux, à 22 ans, mange méthodiquement, les larmes coulant silencieusement dans sa barbe de plusieurs jours. Les gardes français regardent, mal à l'aise. L'un d'eux, un jeune homme pas beaucoup plus âgé que Klaus, détourne les yeux. Un autre allume une cigarette, ses mains pas tout à fait stables. L'officier reste immobile près de la porte, observant, son visage illisible. Klaus finit son bol. Il prend le pain, le casse, le porte à sa bouche. La croûte craque entre ses dents. L'intérieur est doux, aéré, parfait. Il n'a pas mangé de pain comme ça depuis qu'il a quitté l'Allemagne il y a 1 an. Depuis avant la guerre. Vraiment. Depuis que sa mère faisait du pain le dimanche, quand le monde avait encore du sens. Le fromage est le dernier. Il le mange lentement, le laissant fondre sur sa langue. C'est du comté, bien qu'il ne connaisse pas le nom. C'est riche, complexe, vivant. C'est tout ce qu'il a oublié que la nourriture pouvait être. Et puis c'est fini. Le bol est vide. Le pain est parti. Le fromage est un souvenir. Klaus reste assis, fixant la vaisselle vide, et pleure. Il pleure pour tout. Pour la faim qu'il a creusée, pour ses camarades morts, pour sa mère à Düsseldorf qui ne sait pas s'il est vivant, pour l'absurdité d'être nourri par ses ennemis mieux que par sa propre armée, pour la gentillesse inattendue de ce repas qui fait plus mal que n'importe quelle cruauté. Parce que c'est ça qui le brise. Pas la défaite, pas la capture, pas même la faim, c'est la gentillesse. C'est le fait que quelqu'un a cuisiné cette soupe, que quelqu'un a tranché ce pain, que quelqu'un a décidé que même des soldats ennemis affamés méritaient un repas chaud. L'une des femmes revient, sa marmite encore à moitié pleine. Elle s'approche de la table de Klaus, hésite, puis remplit à nouveau son bol sans un mot. Elle fait le tour de la pièce, servant des deuxièmes portions à tous ceux qui tentent leur bol. Personne ne refuse. Personne ne parle. Le seul son est celui des cuillères contre la céramique et des hommes essayant de ne pas sangloter. Klaus mange plus lentement cette fois. Son estomac, rétréci par des semaines de famine, proteste déjà. Mais il ne peut pas s'arrêter. C'est plus que de la faim maintenant. C'est le besoin de quelque chose de normal, quelque chose d'humain, quelque chose qui prouve que le monde n'est pas entièrement devenu fou. Il se souvient de son dernier vrai repas. C'était en juin, juste avant le débarquement. Sa compagnie était stationnée près de Cherbourg et ils avaient réquisitionné un cochon à une ferme. Le cuisinier de la compagnie l'avait rôti et pendant une soirée, ils avaient mangé comme des rois. Ils avaient ri. Ils avaient chanté des chansons stupides. Ils avaient cru qu'ils étaient invincibles, que leur mur atlantique tiendrait, que les Alliés seraient repoussés à la mer. 3 jours plus tard, les bombardements avaient commencé.
Une semaine après, la moitié de sa compagnie était morte. Un mois après, il courait pour sa vie à travers la France, affamé, épuisé, poursuivi par des avions, des chars et la réalité qu'ils avaient perdue. Klaus regarde autour de lui dans la salle de classe transformée en messe. Les autres prisonniers mangent de leur deuxième bol. Certains ont cessé de pleurer. D'autres continuent, silencieux, méthodiques, cuillère après cuillère entre les larmes. Werner a posé sa tête sur le bureau, son bol vide devant lui, et dort déjà, épuisé par l'émotion et la nourriture. L'officier français s'approche de la table de Klaus. Il sort un paquet de cigarettes, en offre une. Klaus hésite, puis la prend. L'officier l'allume pour lui. Klaus inhale, tousse légèrement, inhale à nouveau. Le tabac est fort, français, différent des cigarettes allemandes. « Quel âge as-tu » demande l'officier en allemand hésitant. « 17 ans, répond Klaus. Sa voix est rauque, inutilisée. L'officier secoue la tête. « 17 ans, répète-t-il, plus pour lui-même. Il regarde les autres prisonniers. Des enfants. Ils envoient des enfants maintenant. Klaus ne dit rien. Qu'y a-t-il à dire? Il a été appelé 6 mois après son 16e anniversaire. 3 mois d'entraînement de base, puis le front. Il a tué des hommes. Il a vu des hommes mourir. Il a fait des choses dont il ne pourra jamais parler. Mais oui, il est un enfant. Ils le sont tous. Tu vas rester ici cette nuit, dit l'officier. Demain, transport vers un camp plus grand. Là-bas, tu écriras à ta famille. Ils sauront que tu es vivant. Klaus hoche la tête. Sa mère, elle doit être folle d'inquiétude. Sa dernière lettre remonte à mars avant que les communications ne deviennent impossibles. Elle lui avait envoyé un colis avec des biscuits et des chaussettes. Les biscuits avaient moisi avant qu'il ne les reçoive. Les chaussettes, il les porte toujours, trouées maintenant, mais les seules qui lui vont. La nuit tombe. Les prisonniers sont conduits dans une autre salle de classe où des paillasses ont été disposées sur le sol. Klaus s'allonge, son ventre plein pour la première fois depuis des semaines. Ça fait mal en fait. Son corps ne sait plus comment gérer une quantité normale de nourriture. Mais c'est une bonne douleur. Une douleur qui signifie la vie, la survie. Il pense à la soupe, au pain, au fromage. Il pense aux femmes qui l'ont servi, leurs mains tremblantes, leurs yeux évitant les siens. Il se demande ce que les soldats allemands ont fait dans ce village pendant 4 ans d'occupation. Il se demande si ces femmes ont perdu des maris, des fils, des frères. Il se demande pourquoi elles ont quand même cuisiné pour lui. Werner murmure quelque chose dans son sommeil, un mot que Klaus ne comprend pas. Friedrich fixe le plafond, les yeux ouverts, perdu dans ses pensées. Hans ronfle doucement, le premier vrai sommeil qu'il a eu en semaine. Klaus ferme les yeux. Il voit sa mère dans leur cuisine à Düsseldorf remuant une marmite sur le poêle. Il sent l'odeur du pain qu'elle faisait le dimanche. Il entend sa voix chantant pendant qu'elle travaillait. C'était avant que son père ne soit tué sur le front de l'Est, avant que Klaus ne soit appelé, avant que les bombardements ne commencent pour de vrai. Il se demande si leur appartement existe encore. Il se demande si sa mère a assez à manger. Il se demande si elle aussi pleure parfois devant un bol de soupe, submergée par le simple fait d'avoir quelque chose à mettre dans son ventre. Le sommeil vient lentement. Pour la première fois depuis des mois, Klaus ne rêve pas de bombardements, de chars, de camarades mourants. Il rêve de pain chaud et de soupe dorée et de la cuisine de sa mère. Il rêve d'un monde où la nourriture est abondante et où personne ne pleure en mangeant. Le lendemain matin, ils sont réveillés par le même garde qui les a capturés. Il y a du café, du vrai café, pas l'ersatz qu'ils buvaient dans l'armée allemande. Il y a du pain avec de la confiture. Klaus mange lentement, savourant chaque bouchée, sachant que cela pourrait être la dernière fois avant longtemps. Le camion arrive à 9 heures, les prisonniers sont chargés à l'arrière, assis sur des bancs en bois. Le voyage dure 3 heures, à travers une campagne normande scarifiée par la guerre. Klaus voit des villages détruits, des chars brûlés sur les bas-côtés, des cratères d'obus dans les champs. Il voit aussi des gens qui reconstruisent, qui réparent, qui plantent. La vie continue, même après la destruction. Le camp est plus grand, plus organisé. Des rangées de baraquements entourés de barbelés. Des centaines de prisonniers allemands, peut-être des milliers. Klaus et son groupe sont enregistrés, photographiés, assignés à un baraquement. On leur donne des couvertures, du savon, une brosse à dents. Des objets simples qui semblent luxueux après des mois de privation. Ce soir-là, il y a à nouveau de la soupe. Pas aussi bonne que celle de la veille, mais substantielle.
Klaus mange, et cette fois, il ne pleure pas. Il est trop fatigué pour pleurer. Il est trop soulagé pour pleurer. Il est vivant, il est nourri, et pour l'instant c'est suffisant. Dans le baraquement, les hommes parlent à voix basse. Ils échangent des histoires sur leur capture, sur leur retraite, sur ce qu'ils ont perdu. Friedrich raconte comment son char a été détruit, comment il a sauté juste avant l'explosion qui a tué son équipage. Hans parle de sa femme à Berlin, qu'il n'a pas vue depuis 2 ans. Werner ne dit rien. Il a 16 ans et n'a rien à raconter sauf la peur et la faim. Klaus écrit sa première lettre à sa mère. Les mots sont difficiles. Comment décrire où il est, ce qu'il a vécu, ce qu'il ressent? Il écrit simplement « Chère maman, je suis vivant. Je suis prisonnier en France. On me nourrit bien. Ne t'inquiète pas pour moi. J'espère que tu vas bien. J'espère te revoir bientôt. Ton fils, Klaus. » Il ne mentionne pas les larmes. Il ne mentionne pas la soupe qui a brisé quelque chose en lui. Il ne mentionne pas comment la gentillesse de ses ennemis lui a fait plus mal que leur haine ne l'aurait jamais pu. Les semaines passent. Klaus s'adapte à la routine du camp. Réveil à 6 heures. Appel. Petit déjeuner. Corvée de travail. Réparant des routes. Déblayant des décombres. Aidant à reconstruire ce que l'armée allemande a détruit. Déjeuner. Plus de travail. Dîner. Temps libre. Extinction des feux à 22 heures. La nourriture est régulière. Pas abondante, mais suffisante. Du pain tous les jours. De la soupe. Parfois des légumes. Rarement de la viande. Mais quand il y en a, c'est partagé équitablement. Klaus reprend du poids. Ses côtes cessent de saillir. Ses joues se remplissent. Il commence à ressembler à nouveau à un garçon de 17 ans. Pas à un squelette en uniforme. Mais il n'oublie jamais ce premier repas. Aucun d'entre eux ne l'oublie. Parfois, tard dans la nuit, il entend Werner pleurer doucement dans son lit. Parfois, Friedrich fixe son bol de soupe avec une expression étrange, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Hans parle rarement, mais quand il le fait, il mentionne souvent cette première soupe, ce premier pain, comme si c'était un tournant, un moment où tout a changé. Parce que ça l'était. Ce repas n'était pas seulement de la nourriture. C'était la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'était le moment où ils ont cessé d'être des soldats et sont redevenus des hommes. C'était le moment où la propagande s'est effondrée face à la réalité simple d'un bol de soupe chaude. On leur avait dit que les Français étaient leurs ennemis, qu'ils les haïraient, qu'ils les tortureraient s'ils étaient capturés. Et pourtant, les Français les avaient nourris. Les Français avaient cuisiné pour eux. Les Français leur avaient donné du pain et du fromage et du café. Klaus pense souvent aux femmes qui ont servi ce premier repas. Il se demande si elles savent ce que leur geste a signifié. Il se demande si elles ont vu les larmes et compris. Il se demande si elles aussi ont pleuré en cuisinant, en remuant la marmite, en tranchant le pain. Il se demande si c'est ça, la vraie victoire. Pas les batailles gagnées ou perdues, pas les territoires conquis ou libérés, mais les petits actes d'humanité qui persistent, même à travers la haine et la destruction. Le choix de nourrir plutôt que d'affamer. Le choix de voir des hommes plutôt que des ennemis. Un jour, Klaus sera libéré. Il rentrera en Allemagne, dans un pays détruit, divisé, occupé. Il retrouvera sa mère, miraculeusement vivante dans les ruines de Düsseldorf. Il reconstruira sa vie, lentement, péniblement, pierre par pierre. Mais il n'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais le goût de cette soupe. Il n'oubliera jamais la texture de ce pain. Il n'oubliera jamais comment il a pleuré, comment ils ont tous pleuré, devant un simple repas qui leur a rappelé qu'ils étaient humains. Des années plus tard, quand ses propres enfants lui demanderont ce qu'était la guerre, Klaus ne parlera pas des batailles. Il ne parlera pas de la violence ou de la peur ou de la mort. Il parlera d'un bol de soupe dans une salle de classe en Normandie. Il parlera de comment on lui a donné du pain quand il s'attendait à la faim, de la gentillesse quand il s'attendait à la cruauté, de l'humanité quand il s'attendait à la haine. Et il pleurera à nouveau, pas de tristesse cette fois, mais de gratitude. Gratitude pour avoir survécu. Gratitude pour cette leçon simple et profonde, que même dans les moments les plus sombres, même entre ennemis, l'humanité peut persister. Qu'un bol de soupe peut être un acte de résistance contre la déshumanisation de la guerre. Que nourrir quelqu'un qui a faim, même s'il porte l'uniforme de l'ennemi, est peut-être l'acte le plus courageux de tous. Dans ce camp en Normandie, à l'été 1944, 12 jeunes soldats allemands ont appris quelque chose que toute la propagande du monde ne pouvait pas effacer. Ils ont appris que leurs ennemis étaient des gens, que la France n'était pas seulement un territoire à occuper, mais un lieu où des gens vivaient, aimaient, cuisinaient, et même dans leur colère justifiée,
choisissait parfois la miséricorde. Klaus portera cette leçon toute sa vie. Elle le hantera et le réconfortera. Elle lui rappellera que même dans les pires moments de l'histoire humaine, même au cœur de la guerre la plus destructrice jamais menée, des individus peuvent choisir la bonté, peuvent choisir de voir l'humanité dans l'autre, peuvent choisir de nourrir plutôt que de détruire. Et tout a commencé avec un bol de soupe, du pain croustillant et un petit morceau de fromage qui a fait pleurer un garçon affamé de 17 ans.